Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans l'ombre du circuit. Je sais que ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait et aujourd'hui, quoi de mieux pour reprendre qu'avoir un super invité. Je suis avec Dani Bunchu qui est pilote en Ultimate Cup Series mais également pilote de développement sur la LMP3 de chez Virage en ELMS. Bonjour Dani. Bonjour Maëva. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Bah écoute, déjà merci pour l'invitation. Avec Et plaisir. puis moi c'est Dani Bunchou, 21 ans et puis pilote automobile en endurance. Ok. Donc, tu as 21 ans, ça fait longtemps que tu es dans le sport auto, j'imagine. Ouais, j'ai commencé très jeune, à l'âge de 8 ans. C'est mon grand frère Michael qui m'a introduit à ce sport, on va dire. Du coup, on a une grande différence d'âge. Donc en fait, quand j'avais 6 ans, lui en avait déjà 18. Et très vite, en fait, j'ai été amené à aller le voir sur les circuits en Europe un peu partout. Et c'est vraiment ça, en fait, qui m'a donné envie de commencer. Ensuite, j'ai évolué en karting pendant de nombreuses années, pendant presque 11 ans. Et ensuite, j'ai fait le pas vers la voiture en 2023. Et puis aujourd'hui, j'évolue en endurance. Ok, donc ça a vraiment été une passion dès le début. Au départ, tu voulais garder ça comme passion ou tout de suite tu as voulu en faire ton métier? Alors, au début, c'était purement l'aspect plaisir, on va dire, qui primait. Parce qu'en fait, du coup, la carrière de mon frère, lui, s'est arrêtée un peu de manière brutale, notamment pour des raisons financières. Et puis, ça a été un peu un crève-cœur pour toute la famille. Donc, en fait, moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment purement l'aspect plaisir. Voilà, le but, c'était de pratiquer un sport, de faire avec les moyens du bord, on va dire. Et puis de voilà, passer des week-ends en famille, vraiment plaisir. Et c'est plus par la suite, en fait, où on voyait que malgré le fait que j'évoluais pas forcément avec les meilleurs budgets, pas forcément avec le meilleur matériel, mais que malgré ça, en fait, j'arrivais à voilà, jouer aux avant-postes en Suisse et sur d'autres courses en France. Et ben en fait, là, on s'est dit, OK, peut-être on va aller, on va dire, chercher le niveau au-dessus, quand même, essayer de faire bien les choses. Et puis petit à petit, en fait, voilà, j'ai évolué de niveau et puis ça s'est, on va dire, professionnalisé au fur et à mesure. Mais non, au début, c'était vraiment purement l'aspect plaisir, ouais. Ok, donc on va essayer de faire une petite rétrospective. Ouais, Tu as commencé à 8 ans, ouais. uniquement en Suisse. Oui, C'était quoi le championnat? championnat suisse. Ok. Championnat suisse. Puis ensuite, tu es parti vers quel âge à l'international en karting? À l'international, c'était dans l'année de mes 14 ans, où en fait, voilà, jusqu'à mes 14 ans, c'était purement championnat suisse. Et c'est justement à mes 12 13 ans que là, on a commencé à voir que bah voilà, je m'améliorais de plus en plus. Je pouvais de plus en plus aller jouer les premières places. Et puis c'est en 2018 où on s'est dit, OK, là, on va dire, on envoie le pactole, quoi. On fait championnat suisse, championnat d'Europe, championnat du monde. On va dire un peu une année test où on s'est dit, allez, là, on se donne les moyens. Et puis ouais, c'est à partir de ce moment-là où ma carrière, elle a pris un petit peu un tournant, on va dire, et où j'ai commencé à évoluer, pas qu'en Suisse, mais aussi à l'international, quoi. Donc tu passes en voiture à 19 ans, directement en Ultimate ou tu as fait un autre championnat avant? Non, j'ai fait un autre championnat. J'ai commencé par la Formule Renault Cup. Maintenant, ça n'existe plus, mais on utilisait les Formules Renault 2 litres, qui est, on va dire, l'équivalent entre la Formule 4 et la Formule 3 en termes de performance. Pourquoi ce choix? Parce qu'en fait, déjà, les budgets étaient raisonnables, on va dire, pour ce que c'était. La Formule Renault, c'est quand même une voiture qui est très performante. Enfin, c'est une monoplace, c'est très légère, assez puissante. Et en fait, en termes de pilotage pur, pour moi, c'était on va dire, le meilleur moyen de vraiment apprendre à piloter une voiture, parce qu'une voiture et un karting, forcément, c'est un peu plus subtil. Il y a enfin, le pilotage n'est pas le même. Donc non, j'ai commencé par ça, et puis je pense que ça a été un très bon choix. Ok. C'est quoi du coup la plus grosse différence que tu as vue entre le karting et la voiture, donc la Renault Cup, et puis l'Ultimate aujourd'hui, et également la LMP3 en ELMS? Du coup, entre la monoplace et puis le prototype, Ouais, exactement. je dirais que la monoplace est un peu plus subtile, un peu plus compliqué à emmener quand même. C'est que on sent que tout est un peu plus dur, euh, et puis que la voiture est quand même plus sensible à ce qu'on lui fait. Donc en fait voilà, encore une fois, pour apprendre à piloter, c'est le top, quoi, parce que là, on n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Enfin, elle est difficilement rattrapable, on va dire, si on la perd un petit peu. Le prototype, c'est un peu plus gros, c'est un peu plus lourd, un petit peu plus puissant aussi, mais on sent qu'il y a un peu plus de mouvement. Euh, donc je dirais que ouais, c'est ça la plus grosse différence. C'est une autre manière de piloter. Ok. T'es jeune, t'as que 21 ans, tu fais du sport auto depuis longtemps.
Est-ce que c'est pas compliqué d'être tout le temps en voyage, loin de sa famille, loin de ses proches, etc. Bon, forcément, c'est pas mal de sacrifices à faire. Surtout ces derniers mois, j'ai eu la chance d'aller beaucoup à l'étranger pour des tests, pour être en tant que support sur des courses pour le LMS notamment. Oui, c'est pas toujours facile. Voilà, c'est que souvent quand on part pour une course, on peut partir même plus d'une semaine à l'étranger. Donc forcément, on va dire les relations amicales et familiales, il faut quand même savoir les entretenir parce que bah, on n'est pas souvent là. Et même quand on est à la maison, des fois, bah, on doit travailler et puis ça n'a pas toujours été évident. Après, voilà, j'ai la chance d'être bien entouré. Je sais que mes proches, ils me soutiennent beaucoup dans ce que je fais. Et puis, voilà, ça pose pas forcément problème. Mais c'est sûr que parfois, il y a des concessions à faire. Je peux pas tout le temps aller faire la fête avec mes potes. Soit parce que je suis pas là, soit parce que je peux pas me le permettre. Donc non, c'est un tout. C'est un mode de vie à acquérir, on va dire. Et puis voilà, il faut savoir les entretenir, tout simplement. Justement, c'est quoi ton quotidien, que ce soit une semaine sur circuit ou une semaine où tu es chez toi? Parce que forcément, quand on voit un pilote, on l'imagine tout le temps sur les circuits, mais tu as des semaines où tu es chez toi. Est-ce que tu as des entraînements sportifs à suivre, des entraînements mentaux également? Mhm. C'est quoi ton quotidien? Alors, mon quotidien, quand je suis une semaine à la maison, ça va être beaucoup de travail sur préparation physique déjà. Enfin, faut rester en forme. Sinon, pas mal de simulateurs, souvent pour préparer la prochaine course, pour en fait, voilà, vraiment apprendre le circuit et puis arriver prêt en fait sur le week-end de course pour perdre le moins de temps possible et être direct d'attaque. Sinon aussi recherche de soutien, de financement, ça c'est le truc qui je pense me prend le plus de temps. Voilà, élaborer tous les dossiers, aussi alimenter les réseaux sociaux, c'est aussi hyper important. Donc en fait, tout ça cumulé, ça prend vite beaucoup de temps et puis c'est une grande partie de mon quotidien, quoi. Après, ouais, semaine de course, et bah, j'essaye de bien dormir, de bien m'hydrater, bien manger et puis de ouais, tout simplement être, on va dire vraiment purement sportivement parlant au top de ma forme, quoi. Justement, tu parles du financement, etc. Aujourd'hui, on sait que dans le sport auto, c'est un gros problème. Est-ce que toi, dans ta vision de jeune pilote, tu trouves que justement, ça va être l'aspect financement qui va être plus mis en avant que justement l'aspect talent, du coup? Malheureusement, on évolue dans un sport qui est assez injuste, assez cruel. C'est que, en fait, on a beau avoir tout le talent qu'on veut, si derrière il n'y a pas les finances qui suivent, ben, on peut tout simplement rien faire. Euh, il y a eu plusieurs exemples, aussi, je dirais, dans la filière monoplace, où en fait, voilà, il y a plusieurs pilotes qui vraiment sortaient du lot. Mais malheureusement, vu que les finances derrière sont pas là, et ben, ils peuvent pas participer à des championnats, et puis tout peut s'arrêter très vite. Oui, le talent c'est une chose, mais c'est sûr que si les finances derrière elles sont pas là, bah, on peut malheureusement pas faire grand chose, quoi. Et justement, tu as eu un moment dans ta carrière où tu as cru que tu allais devoir arrêter justement parce que tu manquais de financement? Ah bah cet hiver quoi. Cet hiver, enfin l'hiver 2024, après ma saison 2024, j'étais, on va dire, à un moment critique parce que la saison s'était bien passée, mais, euh, mais pas suffisamment bien pour que ça me crée de vraies opportunités directement. Et, euh, et je dirais que ouais, à ce moment-là, je me suis dit, bon, là, mes parents, ils ont déjà beaucoup investi en moi. Ils commençaient à me dire, bon, là, si, si tu trouves pas de solution toi-même, enfin, t'es bien gentil, mais tu commences à coûter cher. Donc là, je m'étais retrouvé à un moment ouais, où j'étais enfin, ouais, en situation de détresse un peu, où j'étais, ah, bon, s'il n'y a pas un petit miracle qui se passe, je pense que là, c'est la fin. Et puis d'ailleurs, il y a pas mal de moments où en fait je voyais pas le bout, quoi. Je disais, mais c'est pas possible, quoi. Il y a tellement d'argent à aller chercher. Euh, et puis le taux de réussite avec les sponsors est quand même relativement faible, mais bon, ça, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Que ouais, j'étais en situation critique. Mais j'ai toujours eu, on va dire, ces petites flammes en moi qui m'a dit de jamais arrêter, même dans les moments où voilà, je voyais plus aucune issue. Et finalement, bah, il y a eu des opportunités qui se sont présentées. Et puis même un petit peu plus qu'espéré, donc c'est cool. Et puis ouais, aujourd'hui, je suis hyper reconnaissant de ça. Et puis je fais de mon mieux pour, on va dire, surfer sur la vague et puis continuer sur cette lancée, quoi. Justement, pour ceux qui ne connaissent pas du tout les prix qui peuvent être, pour un championnat, pour une saison en Ultimate, c'est à peu près combien?
Bon, ça dépend parce que, voilà, on peut le faire à 2 ou à 3 pilotes, Mhm. mais on va dire que, allez, en gros, il faut compter 150 000 € et 150 000 € encore, on va dire que ça peut paraître bizarre à entendre, hein, mais c'est un budget qui est quand même plutôt raisonnable dans le sport automobile à ce niveau-là. Parce que typiquement, on peut prendre une saison en Formule 4, en Italie ou en Espagne, enfin, ça peut vite monter à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire même s'approcher du million d'euros à l'année. Donc voilà à petit peu près les prix. Ok. On va essayer de se focaliser un peu plus sur toi Mhm. en tant que pilote. Donc, tu arrives sur un circuit, euh, quel jour déjà? Quel moment tu arrives sur le circuit et comment ça se passe une fois que tu arrives sur le circuit? Bah, souvent, on arrive soit le mercredi, soit le jeudi, ou en tout cas, en fait, on essaie d'arriver la veille, assez tôt, de préférence pour voilà, pas arriver crevé et puis bien dormir et le lendemain attaquer direct. Et puis sinon, ouais, ça dure tout le week-end jusqu'au dimanche soir, quoi. Tu peux expliquer le déroulement d'un week-end type? Ah oui, ok, excuse-moi. Excuse-moi. Non, bah, du coup, souvent, on arrive la veille, assez tôt de préférence, comme je l'ai dit. Ensuite, c'est souvent vendredi, samedi, dimanche, ou parfois jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, souvent, c'est les essais. Samedi, les essais aussi. Samedi, on va dire après-midi, les qualifications. Et puis dimanche, la grande course. Souvent, ça change, mais on va dire dans la globalité, c'est à peu près ça, quoi. Ok. Une fois que tu es dans ta voiture, donc tu es harnaché, tu as ton casque, etc., c'est quoi souvent les pensées? Enfin, à quoi tu penses? Est-ce que tu es focalisé sur ce que tu vas faire en piste ou est-ce que parfois tu as tes pensées qui divaguent un peu? Tu penses à ce que tu as mangé la veille? Alors, on va dire qu'au fur et à mesure des années, en fait, j'ai un peu développé la capacité à me mettre vraiment dans ma bulle, mais vraiment, quoi. C'est qu'en fait, dès que je mets le casque, et juste avant de monter dans la voiture, on va dire que plus rien autour n'existe, quoi. C'est qu'en fait, là, je sais que ma mission, c'est monter dans la voiture et aller le plus vite possible. Et puis, en fait, j'arrive vraiment à, on va dire, me détacher, en fait, de tous les autres aspects du quotidien, de peut-être des petits problèmes personnels que je peux avoir à ce moment-là. En fait, c'est vraiment, voilà, dès que je mets le casque, je me mets dans cette bulle et plus rien autour n'existe, quoi. Ok. Il y a un circuit que tu as préféré sur tous ceux que tu as roulés? Mon préféré jusqu'à maintenant, c'est Manicourt. Ok. Euh, Pourquoi? Parce que déjà, c'est sur ce circuit que j'ai roulé pour la première fois une voiture de course. Donc forcément, il y a quand même un souvenir assez marquant qui est rattaché. Et au-delà de ça, ouais, le tracé me plaît beaucoup, quoi. Tu as fait combien de circuits à peu près en tout? Tu as été uniquement en Europe ou tu as déjà eu l'occasion d'aller rouler en Asie ou autre? Non, pour l'instant, que Europe. Et puis en Europe, je pense avoir fait les principaux, quoi. Du coup, je pense aller peut-être une dizaine, quinzaine de circuits. T'as une anecdote à raconter ou pas sur un week-end de course? Il y en a une, mais je peux pas la raconter, ça. Ça va être compliqué. J'ai pas de truc en particulier qui me. Enfin, un truc un peu drôle, tu sais, j'ai pas trop. Tu vois, le truc, c'est que vas-y, je suis pas un ex-pilote de F1 qui a 1000 trucs à raconter, donc c'est sûr que ça. Après, il y a la fois où où j'avais besoin de faire pipi juste avant le départ. C'est assez drôle, mais souvent, en tant que pilote, pour ceux qui le savent pas, en fait, on doit faire assez attention à comment on boit de l'eau et combien on boit d'eau avant de rentrer dans la voiture avant la course. Parce qu'en fait, le but, c'est de quand même être hydraté sans avoir besoin d'aller aux toilettes pendant qu'on est dans la voiture, parce que bon, forcément, c'est pas évident à gérer. Mais en fait, ma première course en Formule Renault, je partais en pole position. Donc déjà, j'avais un petit peu la pression. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais je pense que ouais, avec la pression, avec l'adrénaline, en fait, je me suis envoyé une grande bouteille d'eau d'un coup juste avant de monter dans la voiture. Et en fait, je suis rentré dans la voiture et enfin voilà, mon mécanicien m'attache, me semble, tout serré, prêt à partir. Et il fallait attendre quand même 5-10 minutes dans la voiture avant de donner le départ. Et là, en fait, je suis en train d'attendre et je me rends compte que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Donc en fait, vu que c'était la dernière course du week-end et puis qu'en fait j'avais vraiment déjà beaucoup de pression, j'avais peur que ça me déconcentre hein, concrètement. Et aussi j'avais déjà entendu dire que si on partait avec la vessie pleine avant de commencer la course, et bah si on avait un accident, la vessie pouvait exploser. Donc déjà là, ça me mettait encore plus de pression. Donc en fait, je me suis dit bon, c'est la dernière course du week-end. En plus, il pleut, ça se trouve, ça va pas se voir. Allez.
Voilà, donc je vais pas faire un dessin juste avant la Forcément. course. Je me suis mis bien, on va dire. Mais ouais, non, ça c'était plutôt marrant. Puis je crois que je l'ai pas raconté à grand monde, donc Et voilà. du coup, tu as gagné la course à la fin ou pas? Et du coup, j'ai gagné la course. Ça va. Au moins, ça Donc passe, ça pour rien. voilà, ça m'a soulagé. Est-ce que, sur toutes les courses que tu as fait de tous les championnats, il y en a une qui t'a le plus marqué que n'importe quelle autre? Je dirais mon premier titre de champion suisse, ouais. En fait, c'était du coup en 2018, l'année où voilà, j'ai commencé un petit peu à évoluer à l'international. En parallèle, je faisais aussi le championnat suisse et puis c'est la première fois que je le gagnais. Et la dernière course de la saison, elle se déroulait en Suisse, ce qui est très rare parce que en fait, normalement, le sport automobile était interdit, en tout cas à l'époque, en Suisse. Mais voilà, cette course-là avait lieu en Suisse, pas trop loin de chez moi. Euh, donc en fait, voilà, plusieurs amis et puis toute ma famille était venue me voir. Et puis en fait, sur cette course-là, on était encore trois en lice pour gagner le titre de champion suisse. Et disons que j'étais pas forcément dans la meilleure position. Et c'était vraiment celui qui gagnait la course qui allait décrocher le titre. Et en fait, malgré ça, j'ai quand même réussi à garder la tête sur les épaules, malgré le fait que j'étais le plus jeune de la catégorie. Et en fait, j'ai vraiment écrasé le week-end. Pole position, meilleur tour en course, et puis victoire dans toutes les manches et la finale. Donc en fait, week-end parfait. Et le fait de gagner mon premier titre devant toute ma famille, devant des amis, et surtout en Suisse, c'était vraiment un sentiment incroyable, quoi. Enfin, de pouvoir gagner devant eux, c'était juste, je me sentais tellement fier pour mon premier titre majeur en plus. Donc je dirais que ouais, c'est mon meilleur souvenir en sport automobile jusqu'à maintenant. J'imagine que tu rêves d'être pilote professionnel. C'est quoi tes objectifs de carrière? Mon objectif principal, ça va être de devenir pilote professionnel, de pouvoir vivre de ma passion, et en parallèle de pouvoir participer aux 24 heures du Mans. Et je pense que c'est une course tellement mythique que c'est le rêve de beaucoup de pilotes. Mais oui, de pouvoir vraiment vivre de mon rêve, vivre de cette passion, ça serait juste quelque chose d'incroyable et je pense que je serais l'homme le plus heureux du monde. Et des objectifs à court terme pour l'instant, c'est quoi d'ici 2-3 ans? D'ici 2 3 ans, ça va être de pouvoir, on va dire, step up en ELMS dès l'année prochaine. En tout cas, on y travaille pour de pouvoir faire mon expérience en LMP3 dans un championnat assez haut, sur un championnat comme le LMS, qui est quand même enfin, on va dire le plus gros championnat d'endurance en Europe, juste avant le WEC. Je pense que c'est un bon objectif. Et puis là, on va dire que ça commencerait à être sérieux. Du coup, cette année, tu es en Ultimate. Il reste combien de courses? Il reste 3 courses, là, maintenant. 3 courses. La prochaine, c'est... C'est Aragon, en Espagne, dans pile 2 semaines. Ok. Et ensuite, il y a quoi d'autre encore comme circuit? Il y a Manicourt et Paul Ricard. Ok. Est-ce que tu as fait un choix justement entre continuer en monoplace ou choisir l'endurance? C'est une question, j'imagine, de financement plutôt. Ouais. Pourquoi l'endurance? En fait, l'endurance, ça a été très vite mon objectif. Et puis là, on va dire la discipline dans laquelle je voulais évoluer. Certes, j'ai commencé par la monoplace, mais c'était voulu. C'est parce qu'en fait, la monoplace, en tout cas dans le cadre de la Formule Renault Cup, pour moi, c'était la meilleure manière, on va dire, de vraiment sportivement parlant en tant que pilote, apprendre au mieux à conduire une voiture et puis à créer des bases solides de pilotage. Mais dès que j'ai commencé la monoplace, en fait, je savais que j'allais pas y rester. Parce qu'en fait, l'objectif de la Formule 1, on va dire que c'est trop inaccessible, c'est trop compliqué. Voilà. Déjà, je pense qu'à 19 ans, j'étais limite trop vieux pour viser la Formule 1. Et en fait, on voit que dans la filière de la monoplace, en fait, les budgets sont juste astronomiques, quoi. Enfin, comme je le disais avant, une saison en Formule 4, ça peut facilement toucher le demi-million d'euros. Et ensuite, Formule 3, Formule 2, enfin, c'est juste astronomique. Et on voit que même ceux qui sont soutenus par les académies Red Bull, Ferrari, Mercedes, qui ont les moyens, même si en fait ils ont tout pour réussir, ça le fait pas tout le temps. Parce qu'il y a aussi l'histoire de timing, il y a que 20 baquets en Formule 1, donc en fait, si on arrive au mauvais endroit au mauvais moment, et puis que toutes les étoiles ne s'alignent pas forcément, c'est trop inaccessible, quoi. C'est trop compliqué. Et pour moi, l'endurance, en fait, ça a été un choix directement parce que je dirais que déjà, vu mon style de pilotage et ma personnalité, c'est quelque chose qui colle bien. Parce que voilà, en endurance, on va aussi chercher on va faire durer la mécanique, prendre soin de la mécanique. La régularité, c'est hyper important.
Et moi, c'est des choses qui me plaisent et qui correspondent bien à mon pilotage, puisque j'ai un pilotage assez coulé. Donc déjà, d'un point de vue vraiment pilotage, c'était un choix, on va dire, logique. Et aussi, comme enfin, comparé à la Formule 1, en fait, il y a beaucoup plus d'opportunités. Et aussi, l'endurance, elle est, on va dire, en train de rentrer dans un âge d'or. C'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par cette discipline. De plus en plus de constructeurs en hypercar s'impliquent, notamment avec l'arrivée de McLaren et Ford, il me semble, prochainement. Donc en fait, voilà, c'est plus d'opportunités, le fait qu'il y ait de plus en plus d'engouement aussi en jouer, voilà. Notamment, voilà, les 24 heures du Mans, il me semble que c'est plus de 35% en quelques années d'audience, donc c'est juste énorme. Et puis je pense que ça va pas s'arrêter là. Et voilà, je pense que l'endurance, pour moi, en tout cas, était le choix le plus logique et le plus raisonnable. On sait que ta course de rêve, c'est de faire les 24 heures du Mans. Est-ce qu'il y a une voiture que tu rêves de rouler un jour? Euh, je dirais actuellement, c'est quand même l'hypercar Ferrari. Parce que bon, elle marche plutôt bien ces derniers temps et puis elle domine pas mal. Mais aussi parce que voilà, Ferrari, c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement. Aussi l'hypercar Porsche, elle me plaît bien. Euh, et puis voilà, quoi. Après, forcément, je suis pas non plus trop pénible, quoi. Enfin, dès que j'aurai l'opportunité de pouvoir évoluer en hypercar ou dans une catégorie au-dessus, et bah forcément, j'irai et puis ce sera avec grand plaisir. Est-ce que toi, tu ressens une pression autour de toi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est impliqué dans ta carrière? Mhm. Est-ce que tu as peur justement d'échouer, de décevoir tes proches, ta famille, tes amis? Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'impacter? Est-ce que tu travailles justement le mental pour ça? On sait très bien que les pilotes, ils ont beaucoup, beaucoup de pression sur eux. Comment tu gères ça au quotidien? Ça, c'est quelque chose d'assez, on va dire, qui est assez compliqué. En tout cas, là, dans ma situation, comment je le vis, c'est que ouais, j'ai la chance d'être vraiment très bien entouré, que ce soit ma famille, mes amis, mais aussi j'ai voilà, la chance que plusieurs personnes m'aident dans ce parcours. Euh, et en fait, oui, la peur de l'échec, forcément, elle est là, quoi. C'est que aussi, d'un point de vue un peu plus personnel, c'est que le sport automobile, en fait, c'est absolument toute ma vie, quoi. Enfin, j'ai commencé hyper jeune, j'ai jamais arrêté de rouler saison après saison. Et puis en fait, plus les années sont passées, plus les objectifs étaient grands et puis plus il y avait d'espoir. Donc en fait, c'est vraiment ce qui me drive au quotidien depuis tout petit, quoi. Donc forcément, il y a parfois une petite voix dans ma tête qui me dit, bon, si ça s'arrête du jour au lendemain, qu'est-ce que je fais, quoi? Mais non, au-delà de ça, oui, forcément, je ressens un petit peu de pression parce que voilà, plein de personnes sont impliquées dans le projet. Euh, et en fait, voilà, moi, je me dois de vraiment donner de mon maximum, que ce soit sur la piste ou en dehors, pour aussi, voilà, en guise de reconnaissance envers ces gens, quoi. Enfin, voilà, leur montrer que je suis reconnaissant pour tout ce qu'ils font, et puis pour que tous les efforts cumulés, en fait, arrivent à ce résultat qui est tant convoité, quoi. Donc, oui, forcément, il y a beaucoup de pression. Après, comment je le gère? Euh, je dirais l'expérience fait beaucoup. Après, c'est ouais, on va dire, je fais un petit peu d'hypnothérapie notamment, ça m'aide pas mal. Et puis sinon, c'est juste voilà, se donner de gros objectifs, donner au max chaque jour. Et puis surtout voilà, en pleine confiance. Et puis voilà, mais oui, c'est sûr que en tant que pilote, c'est pas toujours évident à gérer. Donc, comparé à la monoplace en endurance, vous êtes plusieurs sur la voiture. Ouais. Est-ce que c'est pas compliqué, entre guillemets, de délaisser ta voiture, Mhm. la passer à d'autres pilotes, leur faire confiance aussi? Parce que bah, si ils crashent au premier relais, bah, toi, du coup, ton week-end est fini là, quoi. Ouais, au début, je me rappelle ma toute première course en endurance, c'était enfin un feeling assez bizarre quoi. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'habitude du karting où on est tout seul, la monoplace, on est tout seul. Et là, en fait, le fait de devoir déléguer la voiture à son coéquipier, en fait, on se dit, ah bah là, en fait, là, j'ai plus aucun pouvoir sur la voiture. Enfin, s'il se passe quelque chose, c'est pas de ma faute. Enfin, c'est assez perturbant au début, quoi, parce que forcément, on a un peu moins le contrôle sur toute la course, quoi. Parce que forcément, notre coéquipier il peut aussi faire des erreurs, il peut aussi avoir des accidents. Après voilà, forcément, ça fait aussi partie du jeu de l'endurance, quoi. C'est que c'est la philosophie plus esprit d'équipe. Et puis ouais, j'ai appris, on va dire, à gérer ça et puis aussi à apprécier en fait ce fait qu'il y ait vraiment une équipe et puis qu'on ne soit pas tout seul dans la voiture, mais à plusieurs parce qu'on peut vraiment s'entraider.
se donner des conseils, travailler ensemble dans cette même direction, quoi. Donc oui, au début, ça fait un petit peu bizarre, mais maintenant, c'est plutôt quelque chose que j'apprécie de pouvoir travailler avec mes équipiers pour ouais, aller chercher de la performance et puis les soutenir au mieux, quoi. Du coup, toi, tu es pilote Silver. En Ultimate, c'est quoi les différents pilotes qui roulent sur la voiture? Ouais, alors sur ma voiture, on est deux. Je partage la voiture avec Alexandre Lafourcade, qui est un pilote bronze. Donc voilà, ça fait un équipage bronze-silver. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, suivant les équipages, sur les classifications de pilotes, en fait, on peut avoir des pénalités au pit stop. Parce que forcément, enfin, les classifications, ça va de platine, gold, silver et bronze. Donc en fait, voilà, si on fait un équipage 100% platine, et ben forcément, c'est pas très, on va dire, Équilibré. égalitaire, équilibré. Donc en fait, ils équilibrent ça avec des pénalités au stand. Donc voilà, dans un équipage qui est bronze, silver, pas trop de pénalités au stand, donc c'est bien. Et puis en plus, Alexandre Lafourcade, mon coéquipier, c'est un très bon bronze, avec qui j'ai beaucoup de plaisir à collaborer. Et puis ça se passe très bien jusqu'à maintenant. Justement, est-ce qu'il y a un pilote avec qui tu as eu la chance de travailler, qui t'a marqué, qui t'a beaucoup aidé, qui t'a fait progresser? Attends, c'est... Personne me fait progresser. Non, non, attends. Coupé. Coupé, je réfléchis. Attends, tu vois, là, je dirais mon frère, parce qu'en vrai, c'est lui qui m'a un peu tout appris. Mais j'ai eu la chance de partager la voiture avec beaucoup de pilotes. Mais je dirais qu'en fait, celui qui m'a quand même le plus appris de choses, c'est quand même mon grand frère, quoi. Parce que voilà, comme je le disais au début, c'est lui qui m'a transmis cette passion. Et quand pour lui ça s'est arrêté, en fait, il a toujours été là pour me soutenir. C'est d'ailleurs lui qui m'a fait la mécanique en karting pendant plusieurs années, d'où l'aspect familial, donc c'était assez cool. Mais au-delà de ça, oui, c'est vraiment lui qui en fait m'a tout appris, quoi. Comment piloter une voiture, aussi comment gérer les courses, l'intelligence de course, gérer la pression, parce qu'en fait lui-même avait eu cette expérience. Et en fait, voilà, j'ai espoir qu'au travers moi, je puisse aussi réaliser son rêve, parce que voilà, on a toujours été un duo de choc, on va dire. Et il m'a vraiment pris sous son aile dès le début, et puis c'est vraiment lui qui m'a tout appris, quoi. Et encore aujourd'hui, quand tu as besoin d'un conseil, tu vas le voir? Oui, quand même, quand même. Je dirais qu'aujourd'hui, vu que le niveau a quand même augmenté, euh, il est un petit peu moins impliqué qu'avant, parce que aussi là, je suis plus entouré qu'avant. Mais c'est sûr qu'il est toujours là pour m'épauler. Après les courses, tout le temps, on s'appelle ou on se voit, et puis je lui débriefe tout ce qui s'est passé. Et puis sur certaines situations, lui aussi a son mot à dire, quoi. Donc oui, aujourd'hui, on va dire, on collabore toujours ensemble, et puis il m'aide toujours énormément pour ma carrière. Sur toutes les voitures où tu as eu la chance de rouler, c'est laquelle que tu as préférée? Jusqu'à maintenant, la LMP3. C'est bon. LMP3, parce que bon, déjà, le nom décomposé, c'est Le Mans Prototype 3, donc forcément, ça fait quelque chose. Après, oui, c'est une voiture qui est juste fabuleuse, quoi. Enfin, il y a énormément d'aéros. C'est quand même assez puissante, presque 500 chevaux. Et puis surtout, c'est un vrai prototype de course qui est quand même similaire à ce qui roule au Mans. Donc le fait de monter la première fois dans une LMP3, ça m'a vraiment fait quelque chose. Parce que je me suis dit, ah ok, là on s'en rapproche, quoi. Là, ça commence à y ressembler. Là, on n'est plus si loin de ça, quoi. Donc je dirais, ouais, la LMP3. Justement, du coup, tu es pilote de développement sur la LMP3. C'est quoi concrètement ton rôle en tant que pilote de développement? Bon, en tant que pilote de développement, déjà, c'est on va dire, aider l'équipe avant les courses et pendant la saison, en fait, voilà, pendant les tests, être présent, faire, on va dire, partie des débriefs, etc. Et aussi, quand j'ai la chance de rouler, en fait, vraiment pouvoir donner des feedbacks sur la voiture, essayer de développer la voiture, justement, les setups, etc. En plus, cette année, c'est une nouvelle génération de LMP3 qui est sortie. Donc, en fait, toutes les équipes sont un petit peu, on va dire, enfin, les cartes ont été rabattues. Donc non, j'aide l'équipe en fait à développer la voiture, trouver les réglages. Aussi, en tant que pilote de développement, le but c'est de me développer moi-même, de prendre l'expérience dans une équipe qui est professionnelle, euh, et puis en fait préparer mon entrée en compétition concrètement à l'MP3. Pour conclure cet épisode, est-ce que toi, où tu en es maintenant, tu aurais un mot à faire passer aux jeunes qui ont encore du mal, qui rêvent de monter aujourd'hui? Alors oui, pour les jeunes pilotes qui sont un petit peu dans le sport automobile, qui pratiquent et qui n'ont pas forcément les moyens de vraiment faire tout parfait,
Je dirais juste, je leur dirais juste rien lâcher, quoi. Enfin, mon parcours, il a pas été facile. C'est que, souvent dans ma carrière, j'ai dû, on va dire, rouler, pas dans les meilleures conditions avec les moyens du bord, comme je le disais avant. Et malgré ça, en fait, j'ai toujours réussi à enfin, ça m'a appris, en fait, à me donner au meilleur de moi-même tout le temps, et à prouver que malgré le fait que, voilà, j'avais pas forcément le meilleur matériel, pas forcément les meilleures conditions, pas forcément le même nombre de tests avant les courses que les autres, que je pouvais quand même, rivaliser avec ces autres pilotes et puis même parfois les battre. Donc ouais, je dirais rien lâcher. Aussi, je crois fortement que le travail est payé un jour ou l'autre, même si c'est pas forcément en lien avec le travail qu'on fait. Enfin, typiquement, moi, cet hiver, j'étais sûr d'arrêter ma carrière, quoi. Pas sûr à 100%, mais je me disais, bon, là, si se passe pas un miracle, c'est mort. Et malgré ça, en fait, j'ai pas lâché. Et même si les actions que j'ai faites, elles allaient pas forcément dans le sens que ça va aujourd'hui, je sens qu'en fait, l'univers m'a récompensé d'une manière, quoi. Et que voilà, le travail paye toujours, et puis il faut absolument rien lâcher. Et il faut continuer de croire en ses rêves, de travailler pour ses rêves, et puis suivre son instinct, quoi, tout simplement. Ok, on va garder ça, toujours croire en soi. Travailler. On peut conclure l'épisode maintenant. Merci Dany d'avoir été présent aujourd'hui. Merci à toi. Tous ces réseaux sociaux seront dans la barre d'infos, bien évidemment. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne et à lâcher un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à Dany sur les réseaux sociaux. Et en attendant, comme d'habitude, on se retrouve très vite pour parler sport auto. Dope shit like that, Jerem. Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams. Yeah. Wanna get a mansion, a jacuzzi, a theater to watch my movies, couple whips and lots of fancy things. The kids they call the Goonies. I see the future, crystal ball.